est-ce que, avant de passer aux questions, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, je suis Dorothée Broez et je suis biologiste de formation et j'ai été journaliste 30 ans. Journaliste centrée sur le questionnement, l'interrogation sur les enjeux sociaux des technologies. Donc j'ai travaillé pour beaucoup de médias différents et j'ai fondé en 2003 Vivagora pour mettre en débat ces sujets-là. Cette association a fonctionné 10 ans et c'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai rencontré Bernard Stiegler. Et aujourd'hui, je dirige Tech for Life, qui est une petite société qui fabrique les conditions de transformation, de bifurcation, pour que les entreprises travaillent à se mettre en compatibilité avec le vivant. Évidemment, quand on s'intéresse à la technique et à son impact, on trouve sur son chemin un penseur du milieu technique. Je dirais, Bernard, c'est vraiment cette idée-là. Et je l'ai rencontré dans le contexte de Ars Industrialis, de l'association qu'il avait mise en place. En 2005. En 2005. Vous l'avez rencontré quand? Tout à fait. Au tout début, j'ai dû adhérer assez rapidement. Je cherchais à avoir un milieu, un espace de pensée, de réflexion pour enrichir ce que nous faisions à Vivagora. Et j'ai souvenir très précisément d'une intervention de Bernard à notre premier festival vivant. Je crois que c'était en 2006, je dirais, où Bernard avait dit ce constat qui lui semblait très inquiétant. Nous sommes en train de voir le sol se dérober sous nos pieds. Un petit peu comme les dessins animés, on voit le chat qui n'a plus de terrain et puis qui tombe dans le vide. Il disait cela parce que nos référentiels étaient en train d'être totalement démantelés, déconstruits, au sens de la cohérence moderne, on va dire. Il y avait une remise en cause encore pas forcément tout à fait explicite. Maintenant, on peut dire que, je dirais 20 ans après, ces moments-là, 15 ans après, la situation d'urgence planétaire, d'urgence du vivant, fait qu'on a tout à fait... on voit de manière très claire combien la trajectoire dans laquelle nous sommes a besoin d'atterrir, de retrouver un socle, un espace de compréhension nouveau. Donc en fait, il y a une recombinaison de nos sécurités, de notre presque de ce qui va faire un symbole ou un mythe commun, un mythe refondé, retrouver un mythe fondateur. Un récit commun. Un récit commun, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, de penser? Alors, Bernard m'est apparu comme fragile. Sa sensibilité m'est arrivé comme quelque chose d'extrêmement questionnante. Peut-être que c'est pas fréquent de dire ça de Bernard Stiegler, parce que c'est quelqu'un dont la parole pouvait fasciner. Mais la première chose, c'est qu'on avait l'impression que, en le présentant à une tribune, comme c'était le cas à ce festival vivant, eh bien Bernard, sans le dire, mais par son regard, disait « reste à côté de moi, ça sera mieux ». C'est-à-dire l'importance d'être en sécurité avec. Et ça, ça s'est répété pratiquement à chaque fois que je l'ai vu.
c'est une chose que je trouve très belle, parce que ça me semble une attitude juste, mais il y avait à côté de cela une difficulté à assumer cette attitude au monde, et que je crois que dans sa parole, cette dimension-là n'était pas forcément métabolisée. C'est-à-dire que cette fragilité, cette importance du milieu humain, du milieu composite, de l'incertitude, c'est un combat qu'il a eu toute sa vie. Et de composer avec ce qui est incertain ou ce qui est indéterminé, et j'y reviendrai. Il a fait une conférence ou c'était un entretien à cette première rencontre? Non, il est intervenu sur le moment que nous étions en train de vivre. C'était à proximité de la question du monde vivant, puisque c'était Festival Vivant. Et c'était son intervention laissait entrevoir un questionnement sur comment réinventer notre ancrage moderne, en fait. Hein. C'est-à-dire... Parce que, en fait, le vivant, pour lui, on pourrait presque dire, c'est loin du numérique. Pardon? Comment il a intégré le numérique dans cette question? Alors, oui, le numérique est considéré par Bernard comme un milieu, le milieu technique, hein. Mais son interrogation, c'est de voir dans quelle mesure l'apport technique concourt non pas à l'aliénation, mais à la relation, mais à la contribution. Et donc la bagarre de Bernard qui pensait le milieu comme relationnel, enfin, évidemment qu'il regardait les éléments techniques comme des vecteurs relationnels. Donc on sait bien que Bernard a beaucoup ancré toute sa pensée sur la notion de pharmacone, à la suite de Platon, en référence à Platon, et que donc le vecteur de médicaments est toujours ambivalent. Et donc ça c'est vraiment un regard, je dirais, extrêmement important de comprendre cela. Et donc tout l'effort qui nous appartient, nous humains, c'est d'humaniser la technique, c'est-à-dire de l'amener à une dimension qui va amener vers de la relation plutôt que de l'aliénation. Et donc sur la question numérique, c'est très clair que la grande crainte, c'était de placer les usagers en situation de consommateur, en passivité, à l'opposé de son effort pour se tourner vers l'attention. Et donc l'attention qui est adhésion à une démarche et qui est civilisationnelle. Alors même que bon, la plupart des pratiques numériques, on va voir comment elles évoluent, mais beaucoup de pratiques, si elles ne sont pas orientées et structurées, on voit bien chez les enfants comme ils peuvent se retrouver en passivité et en destruction de leur propre travail autonome. Addiction surtout. Addiction, bien sûr. L'addiction, le déficit d'attention, etc. Voilà, donc cette tension de Bernard était il avait bien saisi l'importance du vivant dans sa liberté d'évolution. Hein, le vivant, c'est processus créatif. Et en fait, on peut considérer, enfin, je trouve que Bernard incarne
l'articulation entre pensée, action et création. Hein. C'est vraiment le poisson volant, hein, ça a été dit ça beaucoup, le poisson volant, c'est-à-dire cette capacité à occuper des dimensions différentes de l'effort philosophique, ce qui est assez rare et ce qui est extrêmement précieux. C'était ça qui était très agréable dans sa compagnie, j'insiste sur le mot compagnie, c'est qu'il il pouvait circuler dans ces différentes dimensions de nos propres vies. Alors, quels sont vous avez mentionné la contribution tout à l'heure, le pharmacone, quels sont les autres concepts stiglériens qui vous ont le plus marqué ou auxquels vous adhérez? Eh bien, moi j'ai été vraiment très attentive aux références de biologistes que Bernard a été chercher dans les siècles passés. Et je dirais avec, dans ces dernières années, une attention de plus en plus forte pour travailler entre biologie et économie. Et donc là, on arrive sur son travail concernant le tournant de la thermodynamique, avec un référent qui est Nicolas Georgescu-Roegen, avec entropie, négantropie. Et pour moi, biologiste, ce que j'entends dans l'importance de cette méditation à cet endroit-là, c'est que le vivant permet de lutter contre l'entropie et d'installer dans un espace poreux qui est un organisme vivant, un corps vivant de différentes échelles, d'installer un espace qui n'est pas pris dans la destruction, la dissipation de l'énergie, hein, puisque l'entropie c'est la dissipation de l'énergie. Donc je trouve ce point extrêmement important pour l'économie, et c'était bien à cet endroit aussi qu'il était placé, quand il a développé une réflexion sur l'organologie, hein. Il a eu toute cette affaire-là, qui est pour moi work in progress, hein. C'est-à-dire que on est en chemin. Bernard était un intuitif, et Bernard était sur un chemin dont le trajectoire est devant nous, nous appartient. Et je dirais, pour moi, ce que je voudrais vraiment dire, traduire, c'est la suite. C'est-à-dire que Bernard est une flèche et qu'il est présent dans ce qu'il a provoqué en nous. Et sur cette trajectoire, pour ma part, pour avoir publié il y a 2 ans le livre « L'urgence du vivant vers une nouvelle économie », je considère que ce livre, bien sûr qu'il est fait de multiples apports, mais que la recherche entre biologie et économie a essayé de voir qu'est-ce qui fait légitimité, qu'est-ce qui fait sécurité, avec le sujet de la comptabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte, comme dirait Bruno Latour. C'est un point sur lequel était arrivé Bernard. Et ce qui compte avec cette crise du Covid que nous vivons, c'est l'intrication qui fait qu'un milieu tient par de la cohésion, par de la cohérence entre des êtres. On parle de plus en plus des mycéliums, des imbrications qui font la solidité. Les liens qui libèrent. Hein. C'est pas pour rien qu'il a publié Bifurqué aux liens qui libèrent. Avec Henri qui dirige cette maison que j'ai bien connue quand il était chez Fayard, puisqu'il a publié mon livre sur l'alerte santé avec André Cicolella. Donc il y a vraiment des familles, voilà, je me sens comme en famille. Et donc, pour terminer sur ce sujet de
de l'enjeu du vivant et de sa confrontation à l'économie. Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est qu'il nous faut attraper cette réflexion qu'il a amorcée récemment, Bernard, qui était sur le calculable. Et là, je vais revenir à une petite citation qui est très, très importante, c'est que il avait travaillé avec Alain Supiot sur le problème du calculable et de la limite du calculable. Et il a dit dans une interview qu'il a faite avec Alain Damasio, alors, cette phrase qui est très importante, qui me semble, c'est la citation de Paul Claudel. Il faut qu'il y ait dans le poème un nombre qu'on n'arrive pas à compter. Alors, qu'est-ce que la poésie, le monde poétique, autre qui n'est pas justement la démonstration de ce qui n'est pas comptable, mesurable, c'est-à-dire que la poésie naît de l'impossibilité de calculer ce qu'on a à dire. La démarche poétique, elle est en fait un débordement du comptable, pour moi. Et pour moi, qui suis en train de travailler depuis 1 an et demi maintenant sur la comptabilité écologique, c'est extrêmement précieux. Parce que les métriques, tout le travail pour appréhender la valeur du vivant, la valeur des équilibres écosystémiques, pourrait s'avérer une tentative totalement pathétique si nous ne sommes pas capables de donner du sens aux architectures de données, de data, qui nous appartiennent en tant qu'humains. Ce n'est pas la machine qui va produire la hiérarchie de ce qu'on va faire dire pour traduire, qui va traduire le sens de la dimension précieuse d'un écosystème. Ça va être forcément une manière d'interroger l'écosystème en termes de résilience, en termes de capacité évolutive, en termes de capacité relationnelle. Et donc, il va falloir qu'on s'organise collectivement. Et je dirais, dans le testament de Bernard, sont ces 3 textes qu'il a envoyés début août l'année dernière, eh bien, on lit l'importance d'aller justement outiller ce qui est indéterminable, ce qui n'est pas déterminé. Et donc, ce qui me semble très important dans cette démarche-là, c'est qu'on peut dire que la modernité a passé s'est obstinée à décrire ce qui peut être déterminé. On va dire pour la biologie, l'ADN nous dit à peu près voilà, comment le métabolisme va évoluer, encore qu'on lui prête des choses très univoques, alors que là, on sait que l'ADN peut donner plusieurs traductions. Mais bon, on va dire que c'est cette tentative-là, alors que dans la thermodynamique, dans la révolution de la relativité générale, dans tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle, on a introduit, c'est-à-dire les sciences ont introduit des notions d'indétermination. Schrödinger, qu'est-ce que la vie, hein, franchement, voilà. Schrödinger a posé la question « qu'est-ce que la vie ?» alors que Rilke, au début du XXe siècle, a dit « il y a quelque chose qui n'est pas éclairci véritablement, c'est ce qu'est la vie, ça reste le mystère absolu. » Donc voilà, et donc c'est extrêmement important de voir que pour Bernard, le déni de ce tournant
de la pensée, enfin ce tournant scientifique qui nous oblige à considérer l'indétermination, eh bien ce déni nous mène à une impasse. Ça me semble vraiment le message qui nous laisse comme un ferment à faire grandir et qui intéresse la jeune génération. D'accord. Puisque nous avons parlé d'organologie, est-ce qu'il y a une autre référence pour Bernard qui était très importante? C'est le médecin et philosophe Canguilhem. Oui, tout à fait. Il vous inspire quelque chose que vous pouvez faire un lien? Alors, bon, Canguilhem a beaucoup inspiré Bernadette Bensaut de Vincent, qui est une philosophe avec laquelle je continue de cheminer d'ailleurs aujourd'hui et qui a été la présidente de Vivagora. Canguilhem a été un penseur de ce que sont effectivement les organes dans leur autonomie et dans leur écoute, parce que c'est ça qui est très intéressant dans le vivant, c'est la porosité. C'est-à-dire qu'il y a une fermeture d'une identité, c'est-à-dire il y a une membrane, mais c'est un milieu ouvert. Milieu ouvert, hein, on sait que Bernard l'avait aussi mentionné dans cet écrit dont je parle, qui est son testament, qui est en référence à Rilke, le milieu ouvert, c'est-à-dire le lieu du changement, le lieu des possibles, le lieu du renouvellement, le lieu de l'altérité, l'altération. Et donc voilà, Canguilhem a été sur cette dimension-là. Je pense que tous les penseurs de Bergson, la phénoménologie, tout cet ancrage-là, c'est le terreau de Bernard, hein, qui permet d'habiter cet endroit incertain qui, pour moi, est incarné par la pensée de Donna Haraway aujourd'hui, puisqu'elle vient de publier un livre sur le trouble, à la suite de Dagonier. Dagonier, ce petit livre dont j'ai vraiment la mémoire très vive, sur la méditation sur le trouble, c'est-à-dire habiter le trouble, comme c'est ce titre-là que Donna Haraway a choisi, c'est à mon avis ce que Bernard cherchait. Et je pense que Bernard, aujourd'hui vivant, serait en train de rencontrer Augustin Berg. Augustin Berg qui a été comme débordé par la vision, la pensée japonaise de ce qu'est la mésologie, hein, puisque les penseurs de la mésologie au Japon l'ont amené à revenir aux penseurs européens qui sont Van Excuul, hein, Excuul qui est Van Excuul qui est ce biologiste de la fin du XIXe siècle, qui parlait des milieux, c'est-à-dire nous ne sommes que par nos milieux. Il n'y a pas d'identité d'un être sans l'absorption et l'imprégnation et la manière d'être au monde. Donc c'est complètement la pensée de Bruno Latour, d'habiter l'espace. Alors Bruno Latour, Bernard Stiegler, ça n'aurait pas vraiment pu dialoguer, mais je pense que Bernard se serait tourné vers Donna Haraway, ou voilà. Alors moi j'aime imaginer Bernard vivant aujourd'hui, et Bernard rencontrant de nouvelles personnes qui ouvrent les mondes qui sont ces ouvreurs de chemin. Je crois que Bernard peut être décrit comme, dans son itinéraire, quelqu'un qui, de proche en proche, et ça s'appelle bifurcation, hein,
c'est à rencontrer quelqu'un qui a ouvert un chemin, qui a permis, ah là, je vais là, parce que, ah, ça y est, il y a des passeurs. Et ce qui est formidable avec Bernard, c'est que c'était justement une sorte d'incarnation de ce que peuvent être les possibles pour nous par la rencontre. Moi j'ai la chance d'habiter près d'Augustin Berg, donc je vais souvent le voir, je vois comment sa pensée se travaille et comment il a assemblé des milieux différents, le monde japonais, la pensée européenne, et c'est un très grand connaisseur de Heidegger. Donc ces assemblages improbables font que on a dans un être comme là Augustin Berg des possibles et des abris et des tremplins. Voilà. Et je crois que Bernard vivait sa vie comme un marcheur, en fait, un marcheur de la pensée. Oui, mais aussi un homme d'action, puisqu'il a, il a voulu y agir avec Pleine Commune et oui. toutes ces entreprises, auprès des entreprises ou avec les entreprises, oui. Tout ce qu'il a pu relier. Alors, ça c'est bien qu'on évoque ça, parce que la dernière fois que j'ai vu Bernard, j'ai déjeuné avec lui, c'était à côté de l'école des hautes études. Je crois qu'il avait un rendez-vous après. Il était un peu pressé et justement, il racontait comment il était habité par le besoin de transformer, d'intervenir et de connecter des mondes qui n'ont jamais l'habitude de se voir. Il a raconté comment il était intervenu auprès du PDG de la Société Générale, puis après chez Dassault Systèmes, ou je ne sais. Enfin, c'était toujours des interventions à la fois dans le milieu privé et public, puisque là, à cette époque-là, il était en train de vouloir relier son entreprise à Pleine Commune, donc du territoire, à une dimension des Nations Unies, avec ce qu'il était en train de faire. Et donc, ce déploiement des échelles, ça forcément a du sens quand on est dans l'idée d'un organisme. Joël de René, dans la pensée du milieu social, de la société comme un organisme, était déjà dans cette affaire-là. Et donc Bernard pensait la société comme un grand organisme. Mais en même temps, quelle ambition de mettre ensemble Greta Thunberg, la nouvelle génération, les ancêtres, les Nations Unies, le territoire de Pleine Commune, mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc, et c'est ce qui nous échoua, véritablement. Donc, moi, ce que je trouve extrêmement important là, c'est être habité par être sur les épaules des géants, comme dirait Jean-Claude Amessen. Donc, Bernard sur les épaules des géants qui lui ont permis d'être un lucide, d'être dans la lucidité, et capable de dire « je suis un passeur pour les plus jeunes ». Et il n'est plus là. Alors moi je crois qu'il y avait une telle énergie dans la flèche qu'il représente que nous sommes des héritiers très énergisés. C'est vraiment comme ça c'est pour ça que je projette Bernard dans le futur. Je ne le vois absolument pas dans l'histoire d'avant. Il est déjà dans la suite. Et là, je voudrais me référer à son texte
ce que j'appelle son testament, parce que ça s'appelle mission, promesse, compromis. Et il pose la question du crédit. Quel est le crédit que nous allons accorder à quoi? À quoi? Et donc, c'est une chose considérable. À quoi faire crédit dans un moment de discordance, dans un moment de discrédit, dans un moment où plus rien ne vaut, où la parole, vous voyez, tous les médias sont en train de dire mais comment ça se passe sur les réseaux sociaux, on dit n'importe quoi, tout son contraire, on est perdu, on dit... Même la parole des scientifiques, on ne la comprend pas dans sa complexité. On croit que la contradiction annihile le message. Non! La contradiction est facteur de transformation parce que c'est une pensée en devenir. Mais encore faut-il que nous soyons raisonnables sur ce que nous pouvons dire aujourd'hui, ici et maintenant, comme des êtres vivants limités qui sommes en avril 2021 et qui ne sommes pas dans un surplomb des modernes qui se sont inventés qu'ils étaient hors sol. Donc nous pouvons être là, et le point du crédit, c'est visiter ce qui tient. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui tient ensemble, quelles intrications, qu'est-ce qui fait sens, avec quels êtres, dans quel relationnel. Et moi, je rêve, parce que Bernard a évoqué dans ce texte-là la question donc de l'incertitude. Incertitude, c'est subjectif, mais de l'indétermination, qui est une démarche objective, un terme objectif, je dirais. Et il a évoqué le besoin de régénérer les normes comptables fondées sur la revalorisation des savoirs locaux. Et donc vivre, faire, concevoir, spiritualiser à toute échelle, et donc générer et consolider de nouvelles formes de crédit. Et donc notre alliance Compta-Régénération que nous avons montée avec la structure Tech for Life que je dirige, donc avec Clément Morla, qui fait partie de cette dynamique-là, qui est à l'IRI, qui est un proche de Bernard, nous travaillons sur qu'est-ce que les territoires peuvent construire, comme ça se passe un peu à Grenoble, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets comptables, avec les maires écologistes sont particulièrement sensibles à cela. Comment est-ce qu'on peut avoir une parole commune entre associations, industriels, pouvoirs publics, investisseurs, pour dire, bah, voilà, les déchets, on va les organiser de cette manière-là, on va les mettre dans des processus de revalorisation. Comment est-ce qu'on fait des trajets qui sont soutenables dans les villes? Comment est-ce qu'on construit nos habitats dans une convivialité, parce que ça a vraiment à voir avec la convivialité. Enfin, toutes les questions très concrètes sont une sorte d'exercice pour mettre en œuvre nos pratiques de crédit. Voilà. Donc le débat public, la construction des accords et désaccords, comme dirait Patrick Vivray, sont des choses qui doivent aller avec la comptabilité jusqu'à celle des entreprises. Hein. Voilà. C'est ce qui se passe quand on voit des entreprises à mission, comme Danone, qui essayent d'aller dans cette direction-là, développer des pratiques de contrat pour une agriculture régénérative. Eh bien, la contractualisation, c'est bien des pratiques de crédit. C'est qui le patron qui fait un court-circuit
pour ne pas dire disruption, pour reprendre un terme cher à Bernard, eh bien, c'est une pratique de contrat entre des consommateurs et des éleveurs qui disent bah, le lait, on va le produire de cette manière et ça, on lui donne de la valeur. Eh bien, il faut multiplier ces pratiques-là. Écoterie, la structure écoterie qui est portée par des trentenaires, c'est la même démarche, fabriquer des nouvelles pratiques de valorisation de la forêt, de la culture des arbres, etc. Je crois qu'on doit inventer cette sécurisation de ce qui compte pour que ce ne soit pas déclaratif. On ne peut plus continuer à dire oui, je tiens à la convivialité sans le faire. Je tiens au circuit court sans adhérer à cela concrètement dans nos achats. On ne peut pas dire je tiens à des habillements qui soient, je dirais pas faits par des enfants, ou qui soient suffisamment résistants pour qu'on ne soit pas dans du jetable. Si on ne consolide pas, si on ne pratique pas des contrats qui font que, oui, la valeur va se déplacer, totalement se déplacer. C'est bien que vous mentionnez un mot positif qui est crédit, qui est donc dans son testament, parce qu'il a aussi écrit un livre sur mécréance et discrédit, il me semble. Vous l'avez lu? Non. Ah non. Donc, étaient les termes négatifs de ça. Oui, mais parce que c'est vraiment Bernard, c'est le miroir et son revers. Et qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que de voir que le bien, le mal se tient ensemble? On sait que le sujet n'est jamais de séparer le bien du mal, ne pas séparer le blé de l'ivraie. Hein, y a énormément de références, c'est intriqué. Et Bernard était dans cet endroit, dans la recherche énergétique, je vais dire, des choses. Et la recherche énergétique, c'est d'aller dans la dimension qui va avoir l'énergie du vivant, ou le versant du vivant. Voilà, mais je crois que c'est un message très important pour notre époque sur la question de la parole et de l'importance des mots et de ne pas se payer de mots, de ne pas annoncer des choses qui ne tiennent pas. Si vous prenez la Convention citoyenne, pour prendre cet exemple-là, il y a un moment donné, il faut savoir sur quoi on part pour arriver où. Et ne pas berner les personnes sur l'exercice qui est produit. Les règles démocratiques sont faites pour contractualiser des choses. Je me suis intéressée pendant pas mal d'années aux règles de mise en débat public avec les organes qui ont été construits dans l'espace public en Europe ou dans le monde, pour faire en sorte qu'il y ait de la contribution qui soit métabolisée dans la pratique de législation, pour que ça monte en généralité. Bon, eh bien, aujourd'hui, force est de constater que rien n'a progressé. On a une commission nationale du débat public avec Chantal Joanneau qui a été quasiment piétinée, alors qu'elle aurait très bien pu être abritée, cette pratique de débat sur le climat et la résilience. Enfin, c'est quelque chose qui était complètement conforme à des missions de la CNDP. Nous avons un conseil économique, social et environnemental qui n'est pas valorisé non plus dans ce qu'il pourrait faire. Alors peut-être qu'il faut le refonder, comme l'a souhaité Dominique Bourg et Nicolas Hulot, qui avait d'ailleurs mis son mandat de ministre sur la condition de transformer le CESE. Donc pas de résultat.
J'ai passé pratiquement ma vie à demander une évolution de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, l'OPEX, qui est aujourd'hui dirigé par Cédric Villani, pour que cet OPEX soit adossé à une cellule un peu structurée et formalisée dans ses pratiques pour faire du débat public permanent comme font les voisins européens, le Rathenau Institute, 80 personnes, le Danish Board of Technology. Enfin, les pratiques sont partout en Europe. Nous, on a un endroit parlementaire de choix scientifiques et techniques qui procède uniquement par audition. C'est dommage. Donc la difficulté, c'est qu'il faut pouvoir inscrire dans des pratiques régulées ces démarches de choix scientifiques et techniques. Sinon, la 5G, on ne sait pas comment la placer, la résilience, on ne sait pas comment l'organiser, etc., etc. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup en crédit politique, à avoir des espaces de controverse dédramatisés qui permettent d'éviter les ping-pong, ce que j'appelle les ping-pong, qui sont les OGM et la 5G. Enfin, de toute façon, tant qu'on ne règle pas les choses, ça reste des ping-pong. Que pensez-vous de ce rapport au féminin, de ton avis, de Bernard Stiegler? Oui, c'est une question qui a à voir avec le vivant, le rapport au vivant. C'est-à-dire que le féminin porte justement l'indéterminé. Porter un enfant, pas porter un enfant. Hormones qui font que des états indéterminés, pas prévisibles, ce qui a fait que les médecins masculins de la fin du 19e siècle ont rapidement mis sur le féminin l'étiquette hystérie. Hein, voilà. C'est pas prévisible, c'est hystérique. Ça fait peur. La question du rapport au sauvage est de même nature. Peur du sauvage, maîtrisons, 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 maîtrisons. Donc l'injonction moderne de la maîtrise est très fortement marquée par une dimension masculine au monde, de conquête, ou en tout cas de contrôle. Le versant féminin est plutôt orienté vers la dimension de matrice, c'est-à-dire d'accueil, de faire avec et de composition. Alors, nous sommes tous avec ces différentes dimensions. Ce qu'on pourrait rêver, c'est effectivement des êtres chez lesquels circule de manière fluide le passage de l'importance du contrôle, de la maîtrise pour gouverner sa vie, ranger les choses, etc., qui a tout à fait une valeur, mais avec le pendant, et je dirais c'est l'effet, le miroir et son revers de Bernard. Donc Bernard, les deux faces. Alors Bernard avait-il bien ces deux faces et assumait-il bien les deux faces? En fait, je suis en train de réaliser que la dernière fois que j'ai vu Bernard Stiegler, c'était pas ce fameux déjeuner, c'est l'Assemblée générale d'Ars Industrialis. Et cette réflexion-là qu'on est en train d'avoir m'amène à revoir l'attitude de Bernard à cette réunion. Bernard était à nouveau dans un regard d'appel à l'aide, moi ce que j'appelle d'appel à l'aide, que
je ne sais pas pourquoi, enfin, je trouve qu'il parlait tout en disant, mais ajoutez venez avec moi pour ajouter peut-être cette dimension de l'indéterminé qui pouvait lui faire peur, avec lequel il pouvait avoir une fascination, mais je pense qu'il pouvait aller sur ce terrain-là que accompagné. Il aurait fallu le prendre un peu par la main, comme c'est normal, on a besoin, je compare souvent moi les êtres à une grande maison, il y a des pièces de nos maisons qu'on n'est pas capable d'aller visiter sans tel ou tel ami qui nous a ouvert cette porte-là. Bon. Donc là, oui, je dirais que ce que j'ai senti chez Bernard, c'est un manque d'accompagnement pour aller dans cet endroit flottant où peut-être que l'enfant ou le jeune qui peut-être avait justement été malmené, peut-être que pour lui c'était très blessé cet endroit-là, ne pouvait pas retourner dans cet endroit-là. Peut-être je n'ai pas la clé, mais en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est que pour l'avenir, Bernard qui est toujours avec nous, qui serait aujourd'hui justement en train d'aller vers une réflexion, je crois qu'il voulait rencontrer Augustin Berg, je crois qu'il voulait rencontrer un certain nombre de personnes qui travaillaient sur le vivant et sur des personnes comme Émilie H, des gens qui travaillent sur l'écoféminisme. Je pense qu'il allait dans cette direction-là. Eh bien, et peut-être qu'il aurait eu là un accompagnement qui aurait permis la suite de l'histoire. Mais c'est nous qui la faisons à sa place. Il a quand même, je ne sais pas si vous évoquez là tout à l'heure, si vous évoquiez cette réunion pour la nouvelle association qui serait en remplacement d'Ars Industrialis, qui serait donc la génération Thunberg. Oui. C'est celle-là. Donc là aussi, il y a une jeune femme pour qui il fait l'appel. Hein. Il l'a défendu oui. À l'ONU, à Genève, etc. Et il y a 2 ou 3 autres femmes dans son... Je ne sais pas si elles font partie de Ars Industrialis, en tout cas qui sont proches de lui, qui ont toujours été invitées. C'est Valérie Peugeot et Antoinette Rouvroy, ainsi que cette femme qui est pédopsychiatre, adepte de Winnicott, et qui est à Pleine Commune, oui. qui fait un travail pratique oui. sur l'attention avec les enfants. Et Antoinette Rouvroy, qui a été très présente. Antoinette Rouvroy, qui est une personnalité tout à fait importante. Donc effectivement, la génération qui monte est extrêmement présente sur cet endroit qu'on est en train d'évoquer, avec une ouverture à la connexion à la nature, mais à la nature au sens de Baptiste Morisot, c'est-à-dire justement les sauvages, voilà, on retombe sur l'indéterminé, le fait de l'altérité, quand Baptiste Morisot parle de comment il communique avec les loups par la voix, c'est le loup qui apprend à être dans l'espace où Baptiste se met. Hein, c'est pas dans l'autre sens. Et c'est extrêmement important de se recevoir du milieu. C'est se mettre en danger, hein, c'est se mettre en vulnérabilité. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, la génération actuelle qui préconise d'aller occuper
les ruines, le champignon du monde d'après, vous voyez, comment est-ce qu'on va pouvoir repartir depuis la ruine, depuis ces fameux communs négatifs d'Alexandre Monin. Voilà, donc les jeunes ont bien compris qu'ils n'ont que ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme la génération 68 qui se propulsait dans les idées. Cette génération Greta Thunberg, c'est une génération qui prend acte de ce qui est là, et ils sont ici et maintenant. Ils sont dans des échelles d'ailleurs très réduites, ils sont très peu dans des dimensions de montée à un niveau politique. On pourrait leur reprocher cela. Moi je trouve que c'est un peu problématique, parce que c'est quoi la montée voilà, la montée en échelle de ce qui se fait. Mais on voit bien que l'effort est porté pour reconstruire depuis les petites échelles. Est-ce que c'est quelqu'un qui reste indispensable dans la pensée numérique et écologique? Pour moi, absolument, 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 parce que son ancrage dans la pensée de Simondon, avec l'individuation, il y a quelque chose dans la pensée de Simondon que c'est compliqué, c'est pas facile. Voilà, l'exigence de Bernard ancrée sur des penseurs de ce calibre-là, ça nous oblige déjà. Voilà. Et puis c'est un viatique, c'est-à-dire que donc Simondon, j'ai évoqué les connexions même artistiques, hein. J'ai cité Rilke, mais il y en aurait d'autres, et je pense que Ludovic Duhem doit être beaucoup plus à même de donner ces éléments de connexion artistique. Mais il y avait Lotka du côté de la biologie, etc. etc. Et donc le viatique vers quoi? Vers une autre époque, qui n'est pas celle de Simondon, qui est une époque où la déliquescence est tangible. C'est-à-dire que ce n'était pas tangible dans les années 70-80, on était encore dans les 30 glorieuses. Aujourd'hui, la déconstruction arrive, enfin, je veux dire, est tangible. Les points, les manières de faire ont été disloquées. Vraiment, vous vous souvenez de la collection manière de faire, manière d'agir, hein. Donc c'était un tournant. Et nous arrivons à un moment où là, un virus fait ce qui se passe. Alors, il ne fait pas tout, parce qu'on réagit par rapport à ce virus, et on réagit en bloquant l'économie parce qu'on veut mettre la santé en avant. Donc ça montre aussi un rapport à des valeurs de l'époque, de notre époque. Donc ça incarne un certain nombre de choses, donc qu'il va falloir visiter. Je vous invite à lire le livre de Baricot qui s'intitule Le tout petit Gallimard, Ce que nous cherchons, puisque pour moi, là, on est sur une réflexion sur notre époque, sur le mythe de la pandémie. Qu'est-ce que ça assemble? Qu'est-ce qui est en train de s'assembler? Et pour rester dans votre question, là, on a quelqu'un qui a pensé l'idée du soin, pharmacone. Soin, c'est dans la bouche de tout le monde aujourd'hui, de Cynthia Fleury, voilà, le design de soin, même le design, bien sûr. Donc, il a porté cela. Il porte la vision de l'importance de l'organique. Et pour moi, si vous voulez, il y a une distinction très forte avec le capital financier qui est basé véritablement sur la logique de l'usure, ça s'use, et le capital naturel qui est basé sur l'évolution, sur le renouvellement. Donc pourquoi est-ce qu'on les traiterait à égalité? Enfin, voilà.
Donc le moment où nous sommes, où tout le monde me parle, le vivant, c'est dans tous les médias, c'est partout, partout. Moi, j'ai lancé ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui, le débordement est achevé. Donc quand vous parlez de soins, d'organologie, et que vous essayez de voir quelle est la possibilité économique, comme dirait Bataille, la dépense, hein, voilà, comment on organise la dépense. Alors il y a la dépense symbolique, outrancière, et puis il y a la dépense, voilà, et tout ça cohabite. Bon. Eh bien, Bernard est complètement positionné sur les défis qui sont là, c'est-à-dire une nouvelle économie qui va positionner cette dimension de crédit, voilà. Donc ça me semble, enfin, en tout cas pour moi, c'est totalement structurant, totalement structurant. Et étrangement, la référence à Bernard ne vient pas dans l'espace public. Alors ça, c'est une question, je dirais, de décantation. Je crois qu'il faut que on le reconnaisse. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il a irrigué un milieu, mais il n'a pas été lisible ou audible plutôt largement. Et donc, pour ceux qui ont eu la chance d'être irrigués, bah, voilà, ils peuvent s'en nourrir. Et moi, je me sens très redevable de tout cela. Et ça nous oblige hein, d'avoir été dans cette dynamique-là. Et pour ceux qui ont été à distance, avec, je dirais aussi le fait que Bernard, même s'il assemblait beaucoup de monde, il excluait aussi des gens parce que c'était pas dans sa logique à lui, quoi. Voilà. Donc c'est difficile après de faire un tissu avec tout ça. Mais ça va advenir, ça dépendra de notre capacité à nous de donner sens, de signaler l'apport de Bernard pour différentes dimensions. Et je pense que sur le sujet de la négantropie qui visitait, sur lequel il était vraiment, et qui était le sujet de George Escourregan dans les années 70, de René Passé, l'économique et le vivant, là, il y a quelque chose qui n'a pas encore accouché. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas encore accouché. Et donc, il faut que nous soyons des mailloticiens de cette affaire.